Il n'aura fallu que 6 minuscules minutes, juste le temps d'un café tiède. Mais ces 6 minutes ont suffi pour pulvériser 3 années de partenariat quasi sacré entre Paris et Kiev. À l'écran, Volodymyr Zelensky venait à peine de refermer son diaporama PowerPoint, peaufiné jusqu'à la dernière virgule dans lequel il exposait, avec une précision chirurgicale, son dernier souhait, que la France lui accorde 50 milliards d'euros de plus, étalés sur 2 petites années pour rebâtir une Ukraine à bout de souffle. Il regardait Sébastien Lecornu avec cette expression de certitude absolue qui avait fait sa réputation depuis le début de la guerre, convaincu que le Premier ministre français allait une fois de plus dire oui comme tous les dirigeants européens avant lui, face à l'émotion ukrainienne et au chantage moral de la résistance héroïque contre Poutine dans la salle de conférence climatisée du Conseil européen à Bruxelles. L'atmosphère était lourde de cette tension particulière qui précède les grands séismes diplomatiques. Les autres dirigeants européens présents, le chancelier allemand, le Premier ministre italien, le président du Conseil européen, observaient cette négociation cruciale avec un mélange de curiosité et d'appréhension, sachant que la réponse de la France déterminerait l'avenir du soutien européen à l'Ukraine. Mais quelque chose dans l'attitude de Lecornu aurait dû alerter Zelensky, une froideur inhabituelle, une distance nouvelle qui contrastait avec la solidarité chaleureuse des premiers mois de guerre. Car derrière cette demande apparemment routinière se cachait une réalité que le président ukrainien refusait d'admettre. La patience française avait des limites, et ces limites venaient d'être atteintes. Ce qui allait se passer ensuite choquerait toute l'Europe, diviserait l'opinion publique mondiale et marquerait la fin de l'époque bénie où l'Ukraine pouvait demander n'importe quoi à ses alliés occidentaux sans jamais essuyer de refus. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer les relations franco-ukrainiennes ce jour-là, il faut remonter 3 mois en arrière dans les bureaux feutrés des conseillers économiques de Lecornu qui préparait un rapport confidentiel qui allait tout changer. Un document de 317 pages intitulé « Coût réel de l'aide française à l'Ukraine, analyse exhaustive 2022 ». Les conclusions étaient accablantes. Depuis le début du conflit, la France avait déjà versé 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine sous diverses formes. Aide militaire directe, 8,2 milliards soutien humanitaire, 4,1 milliards participation au Fonds européen de reconstruction, 5,1 milliards. Sans compter les causes indirectes liées aux sanctions contre la Russie qui avaient coûté 15 milliards supplémentaires à l'économie française. Monsieur le Premier ministre, avait déclaré le maire lors de la présentation de ce rapport à Matignon, nous atteignons les limites de ce que la France peut supporter financièrement. Nos propres citoyens commencent à payer le prix de cette générosité massive. Les chiffres étaient implacables. Les hôpitaux français manquaient de 2,3 milliards d'euros de financement. L'éducation nationale réclamait 4,1 milliards pour rénover les écoles vétustes. Les agriculteurs français manifestaient faute de soutien suffisant. Il n'aura fallu que 6 minuscules minutes, juste le temps d'un café tiède. Mais ces 6 minutes ont suffi pour pulvériser 3 années de partenariat quasi sacré entre Paris et Kiev. À l'écran, Volodymyr Zelensky venait à peine de refermer son diaporama PowerPoint, peaufiné jusqu'à la dernière virgule dans lequel il exposait, avec une précision chirurgicale, son dernier souhait, que la France lui accorde 50 milliards d'euros de plus, étalés sur 2 petites années pour rebâtir une Ukraine à bout de souffle. Il regardait Sébastien Lecornu avec cette expression de certitude absolue qui avait fait sa réputation depuis le début de la guerre, convaincu que le Premier ministre français allait une fois de plus dire oui comme tous les dirigeants européens avant lui, face à l'émotion ukrainienne et au chantage moral de la résistance héroïque contre Poutine dans la salle de conférence climatisée du Conseil européen à Bruxelles. L'atmosphère était lourde de cette tension particulière qui précède les grands séismes diplomatiques. Les autres dirigeants européens présents, le chancelier allemand, le Premier ministre italien, le président du Conseil européen, observaient cette négociation cruciale avec un mélange de curiosité et d'appréhension, sachant que la réponse de la France déterminerait l'avenir du soutien européen à l'Ukraine. Mais quelque chose dans l'attitude de Lecornu aurait dû alerter Zelensky, une froideur inhabituelle, une distance nouvelle qui contrastait avec la solidarité chaleureuse des premiers mois de guerre.
car derrière cette demande apparemment routinière se cachait une réalité que le président ukrainien refusait d'admettre. La patience française avait des limites, et ces limites venaient d'être atteintes. Ce qui allait se passer ensuite choquerait toute l'Europe, diviserait l'opinion publique mondiale et marquerait la fin de l'époque bénie où l'Ukraine pouvait demander n'importe quoi à ses alliés occidentaux sans jamais essuyer de refus. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer les relations franco-ukrainiennes ce jour-là, il faut remonter 3 mois en arrière dans les bureaux feutrés des conseillers économiques de Lecornu qui préparait un rapport confidentiel qui allait tout changer. Un document de 317 pages intitulé « Coût réel de l'aide française à l'Ukraine, analyse exhaustive 2022 ». Les conclusions étaient accablantes. Depuis le début du conflit, la France avait déjà versé 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine sous diverses formes. Aide militaire directe, 8,2 milliards soutien humanitaire, 4,1 milliards participation au Fonds européen de reconstruction, 5,1 milliards. Sans compter les causes indirectes liées aux sanctions contre la Russie qui avaient coûté 15 milliards supplémentaires à l'économie française. Monsieur le Premier ministre, avait déclaré le maire lors de la présentation de ce rapport à Matignon, nous atteignons les limites de ce que la France peut supporter financièrement. Nos propres citoyens commencent à payer le prix de cette générosité massive. Les chiffres étaient implacables. Les hôpitaux français manquaient de 2,3 milliards d'euros de financement. L'Éducation nationale réclamait 4,1 milliards pour rénover les écoles vétustes. Les agriculteurs français manifestaient faute de soutien suffisant face à la concurrence déloyale des céréales ukrainiennes subventionnées. Mais le plus révélateur était ailleurs. Une note confidentielle des services de renseignement français révélait comment l'aide occidentale était réellement utilisée en Ukraine. Selon ces documents ultra-secrets, moins de 60% de l'aide financière arrivait effectivement à destination. Le reste disparaissait dans les méandres de la corruption endémique ukrainienne, finançait des achats d'armement à des prix surévalués ou enrichissait directement l'oligarchie locale qui avait su profiter de la guerre. Un exemple particulièrement choquant, 800 millions d'euros d'aide française destinés à la reconstruction d'écoles bombardées avaient permis l'achat de matériel scolaire à des prix 300% supérieurs au prix du marché auprès d'entreprises appartenant mystérieusement à des proches du pouvoir ukrainien. Autre révélation, 1,2 milliard d'euros d'aide humanitaire française avaient transité par des organisations non gouvernementales écrans qui reversaient des commissions substantielles à des intermédiaires ukrainiens. C'est un système organisé de détournement à grande échelle, avait confié un haut fonctionnaire français au fait du dossier. Zelensky le sait parfaitement, mais il ferme les yeux parce que cela lui permet de maintenir sa base politique et de financer sa machine de guerre médiatique. Cette réalité amère avait profondément marqué Lecornu. L'homme qui avait été l'un des soutiens les plus fervents de l'Ukraine découvrait progressivement l'envers du décor. Les rapports de l'ambassade de France à Kiev étaient accablants. Détournement massif, enrichissement des élites, utilisation politique de l'aide occidentale. Tout cela pendant que les Français découvraient avec amertume que leur générosité envers l'Ukraine se traduisait par des coupes budgétaires dans leurs propres services publics. Le déclencheur final était venu d'une enquête journalistique explosive publiée par Le Canard enchaîné, révélant que Zelensky lui-même possédait désormais un patrimoine immobilier personnel évalué à plus de 35 millions d'euros acquis, mystérieusement depuis le début de la guerre des propriétés de luxe à Londres, Miami et Genève achetées par des sociétés écrans, pendant que l'Ukraine réclamait l'aumône internationale pour nourrir ses réfugiés. Cette révélation avait fait l'effet d'une bombe dans les cercles dirigeants français. Comment justifier auprès des Français qu'on donne des milliards à un pays dont le président s'enrichit personnellement ? S'interrogeait un ministre proche de Lecornu. C'est dans ce contexte explosif que Zelensky avait convoqué ce sommet extraordinaire à Bruxelles, officiellement pour coordonner l'aide européenne pour la phase cruciale du conflit, en réalité pour extorquer 200 milliards d'euros supplémentaires aux Européens, dont 50 milliards à la seule France. La stratégie de Zelensky était rôder d'abord l'émotion avec des images terribles de destruction, puis le chantage géopolitique. Si l'Ukraine tombe, vous êtes les suivants.
enfin la culpabilisation morale, vous abandonnez un peuple héroïque. Cette méthode avait fonctionné pendant 3 ans. Mais cette fois, Zelensky allait découvrir qu'il avait en face de lui un Lecornu transformé, durci par les révélations sur la corruption ukrainienne et la colère montante des Français. « Mes chers amis européens », avait commencé Zelensky avec cette solennité théâtrale qu'il maîtrisait parfaitement, « nous entrons dans la phase décisive de notre lutte pour la liberté. Poutine mobilise toutes ses ressources pour un assaut final. L'Europe doit répondre à la hauteur de l'enjeu historique. » Puis c'était venu le moment tant redouté, la présentation des besoins financiers. Avec un PowerPoint minutieusement préparé, Zelensky avait détaillé ses demandes: 50 milliards pour la défense, 75 milliards pour la reconstruction, 40 milliards pour l'aide humanitaire, 35 milliards pour la modernisation économique. Au total, 200 milliards d'euros sur 2 ans à répartir entre les pays européens selon leur poids économique. La France, en tant que deuxième économie européenne, devra contribuer à hauteur de 50 milliards d'euros, avait-il annoncé en regardant directement Lecornu dans l'écran. C'est un investissement dans votre propre sécurité. Si l'Ukraine tombe, la Pologne, puis l'Allemagne, puis la France seront menacées. Le chantage était explicite, la menace à peine voilée. Zelensky utilisait sa technique habituelle, transformer chaque demande d'aide en ultimatum existentiel pour l'Union européenne. Mais cette fois, il allait découvrir que Lecornu n'était plus disposé à céder à ces manipulations, car le Premier ministre français avait préparé cette confrontation avec la même minutie qu'un chirurgien prépare une opération délicate. Pendant des semaines, ses équipes avaient compilé tous les chiffres, toutes les preuves, tous les documents qui allaient permettre de démonter méthodiquement la rhétorique ukrainienne. Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, avait préparé un dossier accablant sur l'utilisation réelle de l'aide française. Chaque euro versé avait été tracé, chaque détournement documenté, chaque enrichissement illicite répertorié. Monsieur le Premier ministre avait expliqué à Lecornu: « Nous avons les preuves formelles que l'Ukraine détourne massivement notre aide. Il faut que cela s'arrête. » Mais Lecornu ne voulait pas seulement dénoncer la corruption. Il voulait porter un coup plus profond, plus politique, rappeler à l'Ukraine et à l'Europe que la France avait ses propres priorités, ses propres besoins, ses propres citoyens à protéger. Quand Zelensky eut terminé sa présentation, un silence pesant s'installa dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers Lecornu, sachant que la réponse française déterminerait la suite des événements. Le Premier ministre français prit alors la parole avec cette froideur courtoise qui caractérisait son style diplomatique. « Monsieur le Président Zelensky, commença-t-il d'une voix posée, je vous remercie pour cette présentation très détaillée. Permettez-moi maintenant de vous présenter quelques chiffres que vous ne connaissez peut-être pas. » Lecornu ouvrit un dossier rouge marqué « Confidentiel » et commença à égrener des données qui faillirent y faire pâlir l'assistance. Depuis février 2022, la France a versé exactement 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine. Cela représente en moyenne 1 000 euros par foyer fiscal français. Pour une famille française moyenne, c'est l'équivalent d'1 mois et demi de salaire. Zelensky tentait d'intervenir, mais Lecornu continuait imperturbablement. Ces 23,7 milliards auraient pu financer 47 nouveaux hôpitaux, rénover 12 000 écoles françaises ou créer 3 400 emplois dans l'économie verte. Au lieu de cela, nous les avons donnés à l'Ukraine. Avec quel résultat? La question claqua comme un fouet. Zelensky balbutia: « Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas comparer. » Mais Lecornu l'interrompit sèchement. « Si je peux comparer, et je vais même vous dire exactement où sont passés nos milliards. » Ce qui suivit fut un démontage systématique et implacable de la gestion ukrainienne de l'aide occidentale. Lecornu sortit document après document, preuve après preuve. 800 millions d'aides françaises pour les écoles détournées vers des achats de matériel à prix surévalué. 1,2 milliard d'aides humanitaires transitant par des organisations non gouvernementales fictives. 600 millions pour la reconstruction, utilisés pour acheter des terrains à des prix ridicules auprès d'oligarques ukrainiens. Chaque révélation était un coup de masse. Zelensky tentait de justifier, d'expliquer, de minimiser. Mais Lecornu avait des preuves irréfutables, documents bancaires,
factures de truqués, témoignages d'organisations non gouvernementales sur le terrain, rapport de l'ambassade française. Tout y était. Et maintenant, continua Lecornu avec un calme glacial, vous venez nous demander 50 milliards supplémentaires. Savez-vous, Monsieur le Président, ce que cela représente pour un pays comme la France? Sans attendre la réponse, il poursuivit. 50 milliards, c'est le budget annuel de l'éducation nationale. C'est 2 fois le budget de la défense. C'est en moyenne 100 € par Français enfant compris. Et vous voulez que nous donnions cette somme à un pays où 40% de l'aide disparaît dans la corruption. Pour la première fois depuis le début de la guerre, un dirigeant occidental osait lui tenir tête avec des faits précis, des chiffres vérifiables. Mais Lecornu n'en avait pas terminé. Il sortit un autre document de son dossier. Parlons maintenant de votre patrimoine personnel, Monsieur le Président. Nos services ont identifié vos acquisitions immobilières récentes, une villa de 12 millions d'euros à Londres, un penthouse de 8 millions à Miami, un chalet de 15 millions à Gstaad. Aïe, au total, 35 millions d'euros d'acquisitions depuis le début de la guerre. Comment expliquez-vous cela à vos compatriotes qui dorment dans le métro de Kiev? La révélation fit l'effet d'une bombe. Zelensky, blêmi, ses conseillers s'agitaient autour de lui. « Ces informations sont fausses », protesta-t-il faiblement. « Il s'agit d'une campagne de désinformation russe. »« Non, Monsieur le Président, répliqua Lecornu avec un sourire froid. Ces informations proviennent des registres fonciers britanniques, américains et suisses, des documents publics que tout le monde peut consulter. Voulez-vous que je vous donne les références cadastrales ? Le silence qui suivit était assourdissant. Les autres dirigeants européens se regardaient abasourdis par cette révélation. Personne ne s'attendait à ce que Lecornu aille aussi loin. Zelensky tentait de reprendre contenance. « Monsieur le Premier ministre, vous ne comprenez pas la situation. L'Ukraine se bat pour toute l'Europe. Nos soldats meurent pour votre liberté. »« Stop !» l'interrompit brutalement Lecornu. « Arrêtons avec cette rhétorique larmoyante. Vos soldats se battent d'abord pour l'Ukraine, pas pour la France. Et ils ne le font certainement pas pour enrichir votre oligarchie. » Puis vint la phrase qui fit le tour du monde. « Monsieur Zelensky, la France, il n'aura fallu que 6 minuscules minutes, juste le temps d'un café tiède. Mais ces 6 minutes ont suffi pour pulvériser 3 années de partenariat quasi sacré entre Paris et Kiev. À l'écran, Volodymyr Zelensky venait à peine de refermer son diaporama PowerPoint, peaufiné jusqu'à la dernière virgule dans lequel il exposait, avec une précision chirurgicale, son dernier souhait, que la France lui accorde 50 milliards d'euros de plus, étalés sur 2 petites années pour rebâtir une Ukraine à bout de souffle. Il regardait Sébastien Lecornu avec cette expression de certitude absolue qui avait fait sa réputation depuis le début de la guerre, convaincu que le Premier ministre français allait une fois de plus dire oui comme tous les dirigeants européens avant lui, face à l'émotion ukrainienne et au chantage moral de la résistance héroïque contre Poutine dans la salle de conférence climatisée du Conseil européen à Bruxelles. L'atmosphère était lourde de cette tension particulière qui précède les grands séismes diplomatiques. Les autres dirigeants européens présents, le chancelier allemand, le Premier ministre italien, le président du Conseil européen, observaient cette négociation cruciale avec un mélange de curiosité et d'appréhension, sachant que la réponse de la France déterminerait l'avenir du soutien européen à l'Ukraine. Mais quelque chose dans l'attitude de Lecornu aurait dû alerter Zelensky, une froideur inhabituelle, une distance nouvelle qui contrastait avec la solidarité chaleureuse des premiers mois de guerre. Car derrière cette demande apparemment routinière se cachait une réalité que le président ukrainien refusait d'admettre. La patience française avait des limites, et ces limites venaient d'être atteintes. Ce qui allait se passer ensuite choquerait toute l'Europe, diviserait l'opinion. Il n'aura fallu que 6 minuscules minutes, juste le temps d'un café tiède. Mais ces 6 minutes ont suffi pour pulvériser 3 années de partenariat quasi sacré entre Paris et Kiev. À l'écran, Volodymyr Zelensky venait à peine de refermer son diaporama PowerPoint, peaufiné jusqu'à la dernière virgule dans lequel il exposait, avec une précision chirurgicale, son dernier souhait, que la France lui accorde 50 milliards d'euros de plus, étalés sur 2 petites années pour rebâtir une Ukraine à bout de souffle. Il regardait Sébastien Lecornu avec cette expression de certitude absolue qui avait fait
sa réputation depuis le début de la guerre, convaincu que le Premier ministre français allait une fois de plus dire oui comme tous les dirigeants européens avant lui, face à l'émotion ukrainienne et au chantage moral de la résistance héroïque contre Poutine dans la salle de conférence climatisée du Conseil européen à Bruxelles. L'atmosphère était lourde de cette tension particulière qui précède les grands séismes diplomatiques. Les autres dirigeants européens présents, le chancelier allemand, le Premier ministre italien, le président du Conseil européen, observaient cette négociation cruciale avec un mélange de curiosité et d'appréhension, sachant que la réponse de la France déterminerait l'avenir du soutien européen à l'Ukraine. Mais quelque chose dans l'attitude de l'écornou aurait dû alerter Zelensky, une froideur inhabituelle, une distance nouvelle qui contrastait avec la solidarité chaleureuse des premiers mois de guerre. Car derrière cette demande apparemment routinière se cachait une réalité que le président ukrainien refusait d'admettre. La patience française avait des limites, et ces limites venaient d'être atteintes. Ce qui allait se passer ensuite choquerait toute l'Europe, diviserait l'opinion publique mondiale et marquerait la fin de l'époque bénie où l'Ukraine pouvait demander n'importe quoi à ses alliés occidentaux sans jamais essuyer de refus. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer les relations franco-ukrainiennes ce jour-là, il faut remonter 3 mois en arrière dans les bureaux feutrés des conseillers économiques de Lecornu qui préparait un rapport confidentiel qui allait tout changer. Un document de 317 pages intitulé « Coût réel de l'aide française à l'Ukraine, analyse exhaustive 2022 ». Les conclusions étaient accablantes. Depuis le début du conflit, la France avait déjà versé 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine sous diverses formes. Aide militaire directe, 8,2 milliards soutien humanitaire, 4,1 milliards participation au Fonds européen de reconstruction, 5,1 milliards. Sans compter les causes indirectes liées aux sanctions contre la Russie qui avaient coûté 15 milliards supplémentaires à l'économie française. Monsieur le Premier ministre, avait déclaré le maire lors de la présentation de ce rapport à Matignon, nous atteignons les limites de ce que la France peut supporter financièrement. Nos propres citoyens commencent à payer le prix de cette générosité massive. Les chiffres étaient implacables. Les hôpitaux français manquaient de 2,3 milliards d'euros de financement. L'éducation nationale réclamait 4,1 milliards pour rénover les écoles vétustes. Les agriculteurs français manifestaient faute de soutien suffisant face à la concurrence déloyale des céréales ukrainiennes subventionnées. Mais le plus révélateur était ailleurs. Une note confidentielle des services de renseignement français révélait comment l'aide occidentale était réellement utilisée en Ukraine. Selon ces documents ultra-secrets, moins de 60% de l'aide financière arrivait effectivement à destination. Le reste disparaissait dans les méandres de la corruption endémique ukrainienne, finançait des achats d'armement à des prix surévalués ou enrichissait directement l'oligarchie locale qui avait su profiter de la guerre. Un exemple particulièrement choquant, 800 millions d'euros d'aide française destinés à la reconstruction d'écoles bombardées avaient permis l'achat de matériel scolaire à des prix 300% supérieurs au prix du marché auprès d'entreprises appartenant mystérieusement à des proches du pouvoir ukrainien. Autre révélation, 1,2 milliard d'euros d'aide humanitaire française avait transité par des organisations non gouvernementales écrans qui reversaient des commissions substantielles à des intermédiaires ukrainiens. C'est un système organisé de détournement à grande échelle, avait confié un haut fonctionnaire français au fait du dossier. Zelensky le sait parfaitement, mais il ferme les yeux parce que cela lui permet de maintenir sa base politique et de financer sa machine de guerre médiatique. Cette réalité amère avait profondément marqué Lecornu. L'homme qui avait été l'un des soutiens les plus fervents de l'Ukraine découvrait progressivement l'envers du décor. Les rapports de l'ambassade de France à Kiev étaient accablants. Détournement massif, enrichissement des élites, utilisation politique de l'aide occidentale. Tout cela pendant que les Français découvraient avec amertume que leur générosité envers l'Ukraine se traduisait par des coupes budgétaires dans leurs propres services publics. Le déclencheur final était venu d'une enquête journalistique explosive publiée par Le Canard enchaîné, révélant que Zelensky lui-même possédait désormais un patrimoine immobilier personnel évalué à plus de 35 millions d'euros acquis,
Mystérieusement, depuis le début de la guerre des propriétés de luxe à Londres, Miami et Genève achetées par des sociétés écrans, pendant que l'Ukraine réclamait l'aumône internationale pour nourrir ses réfugiés. Cette révélation avait fait l'effet d'une bombe dans les cercles dirigeants français. Comment justifier auprès des Français qu'on donne des milliards à un pays dont le président s'enrichit personnellement ? S'interrogeait un ministre proche de l'écornu. C'est dans ce contexte explosif que Zelensky avait convoqué ce sommet extraordinaire à Bruxelles, officiellement pour coordonner l'aide européenne pour la phase cruciale du conflit, en réalité pour extorquer 200 milliards d'euros supplémentaires aux Européens, dont 50 milliards à la seule France. La stratégie de Zelensky était rodée d'abord l'émotion avec des images terribles de destruction, puis le chantage géopolitique. Si l'Ukraine tombe, vous êtes les suivants. Enfin, la culpabilisation morale. Vous abandonnez un peuple héroïque. Cette méthode avait fonctionné pendant 3 ans. Mais cette fois, Zelensky allait découvrir qu'il avait en face de lui un l'écornu transformé, durci par les révélations sur la corruption ukrainienne et la colère montante des Français. Mes chers amis européens, avait commencé Zelensky avec cette solennité théâtrale qu'il maîtrisait parfaitement, nous entrons dans la phase décisive de notre lutte pour la liberté. Poutine mobilise toutes ses ressources pour un assaut final. L'Europe doit répondre à la hauteur de l'enjeu historique. Puis c'était venu le moment tant redouté, la présentation des besoins financiers. Avec un PowerPoint minutieusement préparé, Zelensky avait détaillé ses demandes: 50 milliards pour la défense, 75 milliards pour la reconstruction, 40 milliards pour l'aide humanitaire, 35 milliards pour la modernisation économique. Au total, 200 milliards d'euros sur 2 ans à répartir entre les pays européens selon leur poids économique. La France, en tant que deuxième économie européenne, devra contribuer à hauteur de 50 milliards d'euros, avait-il annoncé en regardant directement l'écornu dans l'écran. C'est un investissement dans votre propre sécurité. Si l'Ukraine tombe, la Pologne, puis l'Allemagne, puis la France seront menacées. Le chantage était explicite, la menace à peine voilée. Zelensky utilisait sa technique habituelle, transformer chaque demande d'aide en ultimatum existentiel pour l'Union européenne. Mais cette fois, il allait découvrir que l'écornu n'était plus disposé à céder à ses manipulations, car le Premier ministre français avait préparé cette confrontation avec la même minutie qu'un chirurgien prépare une opération délicate. Pendant des semaines, ses équipes avaient compilé tous les chiffres, toutes les preuves, tous les documents qui allaient permettre de démonter méthodiquement la rhétorique ukrainienne. Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, avait préparé un dossier accablant sur l'utilisation réelle de l'aide française. Chaque euro versé avait été tracé, chaque détournement documenté, chaque enrichissement illicite répertorié. Monsieur le Premier ministre avait expliqué à l'écornu: nous avons les preuves formelles que l'Ukraine détourne massivement notre aide. Il faut que cela s'arrête. Mais l'écornu ne voulait pas seulement dénoncer la corruption. Il voulait porter un coup plus profond, plus politique, rappeler à l'Ukraine et à l'Europe que la France avait ses propres priorités, ses propres besoins, ses propres citoyens à protéger. Quand Zelensky eut terminé sa présentation, un silence pesant s'installa dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers l'écornu, sachant que la réponse française déterminerait la suite des événements. Le Premier ministre français prit alors la parole avec cette froideur courtoise qui caractérisait son style diplomatique. « Monsieur le Président Zelensky, commença-t-il d'une voix posée, je vous remercie pour cette présentation très détaillée. Permettez-moi maintenant de vous présenter quelques chiffres que vous ne connaissez peut-être pas. » L'écornu ouvrit un dossier rouge marqué « Confidentiel » et commença à égrener des données qui faillirent y faire pâlir l'assistance. Depuis février 2022, la France a versé exactement 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine. Cela représente en moyenne 1 000 euros par foyer fiscal français. Pour une famille française moyenne, c'est l'équivalent d'1 mois et demi de salaire. Zelensky tentait d'intervenir, mais l'écornu continuait imperturbablement. Ces 23,7 milliards auraient pu financer 47 nouveaux hôpitaux, rénover 12 000 écoles françaises ou créer 3 400 emplois dans l'économie verte. Au lieu de cela, nous les avons donnés à l'Ukraine. Avec quel résultat? La question claqua comme un fouet. Zelensky balbutia:
Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas comparer. Mais Lecornu l'interrompit sèchement. Si je peux comparer, et je vais même vous dire exactement où sont passés nos milliards. Ce qui suivit fut un démontage systématique et implacable de la gestion ukrainienne de l'aide occidentale. Lecornu sortit document après document, preuve après preuve. 800 millions d'aides françaises pour les écoles détournées vers des achats de matériel à prix surévalué. 1,2 milliard d'aides humanitaires transitant par des organisations non gouvernementales fictives. 600 millions pour la reconstruction, utilisés pour acheter des terrains à des prix ridicules auprès d'oligarques ukrainiens. Chaque révélation était un coup de masse. Zelensky tentait de justifier, d'expliquer, de minimiser. Mais Lecornu avait des preuves irréfutables, documents bancaires, factures de truqués, témoignages d'organisations non gouvernementales sur le terrain, rapports de l'ambassade française. Tout y était. Et maintenant, continua Lecornu avec un calme glacial, vous venez nous demander 50 milliards supplémentaires. Savez-vous, Monsieur le Président, ce que cela représente pour un pays comme la France? Sans attendre la réponse, il poursuivit. 50 milliards, c'est le budget annuel de l'éducation nationale. C'est 2 fois le budget de la défense. C'est en moyenne 100 € par Français enfant compris. Et vous voulez que nous donnions cette somme à un pays où 40% de l'aide disparaît dans la corruption. Pour la première fois depuis le début de la guerre, un dirigeant occidental osait lui tenir tête avec des faits précis, des chiffres vérifiables. Mais Lecornu n'en avait pas terminé. Il sortit un autre document de son dossier. Parlons maintenant de votre patrimoine personnel, Monsieur le Président. Nos services ont identifié vos acquisitions immobilières récentes, une villa de 12 millions d'euros à Londres, un penthouse de 8 millions à Miami, un chalet de 15 millions à Gstaad. Et au total, 35 millions d'euros d'acquisitions depuis le début de la guerre. Comment expliquez-vous cela à vos compatriotes qui dorment dans le métro de Kiev? La révélation fit l'effet d'une bombe. Zelensky, blêmi, ses conseillers s'agitaient autour de lui. « Ces informations sont fausses », protesta-t-il faiblement. « Il s'agit d'une campagne de désinformation russe. »« Non, Monsieur le Président, répliqua Lecornu avec un sourire froid. Ces informations proviennent des registres fonciers britanniques, américains et suisses, des documents publics que tout le monde peut consulter. Voulez-vous que je vous donne les références cadastrales ? » Le silence qui suivit était assourdissant. Les autres dirigeants européens se regardaient abasourdis par cette révélation. Personne ne s'attendait à ce que Lecornu aille aussi loin. Zelensky tentait de reprendre contenance. « Monsieur le Premier ministre, vous ne comprenez pas la situation. L'Ukraine se bat pour toute l'Europe. Nos soldats meurent pour votre liberté. »« Stop !» l'interrompit brutalement Lecornu. « Arrêtons avec cette rhétorique larmoyante. Vos soldats se battent d'abord pour l'Ukraine, pas pour la France. Et ils ne le font certainement pas pour enrichir votre oligarchie. » Puis vint la phrase qui fit le tour du monde. « Monsieur Zelensky, la France n'est pas un distributeur automatique de billets. Nos citoyens ne sont pas des vaches à lait pour financer votre train de vie et celui de vos amis oligarques. » L'explosion fut immédiate. Zelensky se leva visiblement hors de lui. « Comment osez-vous ? L'Ukraine se sacrifie pour l'Europe et vous nous insultez. » Les autres dirigeants tentaient de calmer le jeu, mais il était trop tard. La rupture était consommée. Lecornu resta imperturbable. « Je ne vous insulte pas. Je vous présente la réalité. La France a déjà donné 23,7 milliards à l'Ukraine. C'est énorme, c'est généreux, c'est sans précédent. Mais maintenant, c'est terminé. Pas 1 euro de plus tant que vous n'aurez pas fait le ménage dans votre système de corruption. Vous abandonnez l'Ukraine, cria Zelensky. Vous faites le jeu de Poutine ? Non, répondit calmement Lecornu. Je défends les intérêts de la France et des Français. Mon devoir n'est pas de financer indéfiniment la corruption ukrainienne, mais de protéger le pouvoir d'achat des familles françaises. Et puis vint le coup de grâce. D'ailleurs, puisque vous semblez avoir des difficultés financières, pourquoi ne vendez-vous pas vos propriétés de Londres et de Miami, 35 millions d'euros, cela pourrait aider quelques familles ukrainiennes. Ces dernières piques achevèrent de faire perdre son sang-froid à Zelensky. Il quitta la visioconférence en claquant virtuellement la porte, laissant les autres dirigeants européens dans un silence stupéfait. L'onde de choc fut immédiate et planétaire.
En quelques minutes, les extraits de l'échange entre Lecornu et Zelensky faisaient le tour des réseaux sociaux. Lecornu et Zelensky devint tendance mondiale, divisant l'opinion entre ceux qui applaudissaient la fermeté française et ceux qui dénonçaient l'abandon de l'Ukraine. En France, la réaction fut massivement positive. Selon un sondage Express de 77 à 79%, des Français approuvaient la position de leur Premier ministre. Enfin, quelqu'un qui défend nos intérêts commentait les réseaux sociaux français. Marine Le Pen salua le réveil de la France, tandis que Jean-Luc Mélenchon applaudissait le courage de dire non aux oligarques. Mais c'est en Ukraine que l'impact fut le plus dévastateur. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Zelensky essuyait un refus catégorique d'un allié majeur. Pire, ses enrichissements personnels étaient révélés au grand jour. Cela portait atteinte à sa crédibilité de leader héroïque. L'opposition ukrainienne, muselée depuis le début du conflit, commença à relever la tête. Petro Poroshenko, ancien président, déclara que Zelensky devait des explications au peuple ukrainien sur ses acquisitions immobilières. Vitali Klitschko, maire de Kiev, exigea une enquête parlementaire sur l'utilisation de l'aide occidentale. Plus grave encore, pour Zelensky, d'autres pays européens commencèrent à emboîter le pas de la France. L'Allemagne annonça qu'elle réévaluerait son aide à l'Ukraine. L'Italie évoqua la nécessité de plus de transparence. Même la Pologne, pourtant soutien indéfectible de l'Ukraine, se dit préoccupée par certaines révélations. Aux États-Unis, l'administration Biden était dans l'embarras. Joe Biden avait promis un soutien sans faille à l'Ukraine, mais les révélations françaises sur la corruption changèrent la donne. Le Congrès américain, déjà réticent à voter de nouvelles aides, menaçait de bloquer tout financement supplémentaire sans garantie drastique contre la corruption. En Russie, la réaction fut prévisible. Poutine se délecta publiquement de cette crise de l'hypocrisie occidentale. La propagande russe tournait en boucle les images de la confrontation Lecornu et Zelensky, présentant cela comme la preuve de l'effondrement de la solidarité européenne. Mais l'impact le plus durable fut celui sur l'opinion publique européenne. Pour la première fois depuis le début du conflit, les citoyens européens découvraient la réalité de l'aide à l'Ukraine, les détournements, la corruption, l'enrichissement personnel des élites. Cette révélation changea profondément la perception du conflit ukrainien. 6 mois après cette confrontation historique, les conséquences étaient durables. L'aide européenne à l'Ukraine avait chuté de 60%. Zelensky, affaibli politiquement, dut faire face à une contestation interne croissante. Plusieurs oligarques ukrainiens furent contraints à l'exil, leurs biens saisis. Mais le plus remarquable était la transformation de l'image de Lecornu. Le Premier ministre français était devenu le symbole d'une Europe qui osait enfin dire non, qui défendait ses propres intérêts au lieu de se sacrifier indéfiniment pour des causes lointaines et douteuses. Lors de sa visite à Berlin, 3 mois plus tard, Lecornu fut accueilli triomphalement par la population allemande. Des pancartes « Merci Lecornu » fleurissaient dans les rues. Le chancelier Scholz lui-même reconnut que la France avait ouvert les yeux de l'Europe. Cette transformation de Lecornu en leader européen incontestable culmina lors du sommet de Rome en juin 2025. Pour la première fois, c'est vers lui que se tournaient tous les regards quand il fallait prendre des décisions difficiles. Son autorité morale forgée dans l'épreuve ukrainienne faisait de lui la voix de la raison européenne. Quant à Zelensky, il tentait encore de minimiser l'impact de cette confrontation, mais le mal était fait. L'image du président héroïque avait volé en éclats, remplacée par celle d'un dirigeant corrompu, utilisant la guerre pour s'enrichir. Ces sondages de popularité, même en Ukraine, chutèrent drastiquement. 1 an après cette confrontation, lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Zelensky et Lecornu se retrouvèrent dans la même salle. Cette fois, c'est le président ukrainien qui évita soigneusement le Premier ministre français. Les journalistes présents notèrent que Zelensky semblait diminuer face à un Lecornu, désormais respecté comme l'une des voix les plus influentes de la diplomatie mondiale. L'histoire retiendra que ces 6 minutes à Bruxelles marquèrent un tournant non seulement dans l'aide occidentale à l'Ukraine, mais dans l'émergence d'une Europe plus mature, plus exigeante, plus soucieuse de ses propres intérêts. Lecornu avait prouvé qu'il était possible de soutenir une cause juste tout en refusant d'être instrumentalisé d'aider,
sans se faire exploiter, comme l'écrivit un économiste dans un éditorial remarqué. En 6 minutes, Sébastien Lecornu a fait ce que 3 années de guerre n'avaient pas réussi à accomplir, rappeler à l'Europe qu'elle avait le droit de défendre ses propres intérêts, même face à la plus noble des causes. Cette phrase résumait parfaitement l'impact historique de ce moment où l'Europe avait retrouvé sa fierté et sa dignité face aux manipulations et au chantage même venus d'un allié. Mais derrière cette confrontation spectaculaire se cachait une préparation de plusieurs mois que très peu de personnes connaissaient vraiment. L'histoire secrète de cette rupture avait commencé 6 mois plus tôt, dans le bureau feutré du directeur général du Trésor français, Pierre Moscovici. Ce soir-là, tandis que Paris s'illuminait sous la pluie, l'ancien commissaire européen épluchait avec ses équipes un dossier confidentiel qui allait changer la perception française de l'aide à l'Ukraine. Le document sobrement intitulé « Audit complet de l'utilisation de l'aide française à l'Ukraine » était un rapport ultra confidentiel de 5 parties. Pendant 8 mois, une équipe de 15 inspecteurs des finances, d'auditeurs de la Cour des comptes et d'experts comptables internationaux avait dû traquer chaque euro d'aide française versé à l'Ukraine depuis février. Le résultat était édifiant, un système de détournement organisé à grande échelle orchestré par l'oligarchie ukrainienne, avec la complicité passive, voire active, du pouvoir de Kiev. Monsieur le directeur général avait déclaré Marie-Claire Dave, inspectrice générale des finances en charge de l'audit, « Ce que nous avons découvert dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Ce n'est pas de la corruption classique, c'est de l'escroquerie industrielle. » Les exemples détaillés dans le rapport étaient saisissant l'aide française pour la reconstruction des hôpitaux ukrainiens. 2,3 milliards d'euros officiellement versés, mais seulement 4 milliards étaient effectivement arrivés à destination. Le reste s'était évaporé dans des marchés publics, truqués, des surfacturations délirantes, des commissions occultes. Un cas particulièrement révoltant concernait la reconstruction de l'hôpital pédiatrique d'Okhmadet à Kiev, symbole mondial de la barbarie russe après son bombardement. La France avait versé 436 millions d'euros pour sa reconstruction complète. Mais l'enquête révélait que les travaux réalisés par une entreprise appartenant à un proche de Zelensky n'avaient